nom du conseil municipal de Thonon-les-Bains, de l'agglomération Thonon Agglomération, je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier forum de l'économie circulaire transfrontalier. Je voudrais ici saluer l'ensemble des chefs d'entreprise, des porteurs de projets. Nous avons également le président de l'agence économique qui est un acteur important pour l'organisation de ce forum. Et bien tous ces acteurs-là nous pressent de changer nos modèles et d'accompagner tous ces projets qui, j'espère, auront valeur d'exemple pour l'avenir. La transition écologique, dans son ensemble, c'est une révolution, c'est un modèle nouveau, je le disais, et tout modèle nouveau ne peut être mis en œuvre sans une implication citoyenne individuelle. Les élus peuvent accompagner, ils peuvent donner un cadre juridique qui incite, qui oriente, mais à la fin, ce sont toujours les comportements individuels qui font la différence. Nous sortons d'une pandémie, nous sommes en train de sortir d'une pandémie, il faut être optimiste parce que l'économie a besoin d'optimisme et de vision, mais je crois que cette pandémie nous a éclairés sur justement les insuffisances et les lacunes de notre modèle. Nos concitoyens ont retrouvé le goût de la nature, le goût de l'échange interindividuel, et finalement, tout cela met en perspective parfois les aberrations de modèles qui font que l'on produit ici, que l'on transforme là, que l'on commercialise ailleurs. Ce mouvement de spécialisation mondiale, qui est évidemment favorisé par les moyens de transport qui sont aujourd'hui extrêmement performants. Tout ça, aujourd'hui, est vu sous un angle un peu différent. On fait un pas de côté, on se dit, mais comment a-t-on pu produire des modèles qui sont aussi peu respectueux de notre planète, de nos ressources, et donc de l'homme, puisque l'homme est un homme situé, et nous ne sommes rien sans notre écosystème et notre environnement. Donc il nous appartient d'entamer cette transition, et s'agissant de l'économie circulaire, on a des exemples sur le territoire. Au nom de Thonon Agglomération, je voudrais vous indiquer que les élus, qui sont ici présents pour la plupart, sont parfaitement conscients de ces enjeux. Nous avons choisi également d'assumer des compétences qui sont très clairement positionnées sur ces enjeux-là. Le plan alimentaire territorial, là, la question des circuits courts est extrêmement prégnante. Côté élu, nous essayons d'aménager, d'accompagner la constitution d'une filière. On a notamment modifié les cahiers des charges dans le règlement de consultation pour les restaurations scolaires, parce qu'on souhaite, entre guillemets, favoriser la constitution d'une filière. Voilà des exemples. La transition écologique, évidemment, avec au premier rang la question des mobilités, puisque vous savez que ça contribue de manière très très forte à la dégradation de notre environnement. Mais là aussi, mobilité veut dire également changement des comportements individuels. Voilà des exemples. Je sais que toutes les collectivités, à leur niveau, travaillent à cette transition. J'insiste sur le fait que la société civile est un peu l'aiguillon qui nous fait avancer plus vite et aller vers le meilleur. Et donc, ce que je voudrais que vous reteniez de cette introduction, avant évidemment qu'on vous propose le programme de nos travaux, c'est qu'il faut rester positif, qu'il n'y a que par la bienveillance que nous parviendrons à modifier les comportements individuels et non pas par la coercition, non pas par le dogmatisme. Et donc, j'invite évidemment tous ceux qui, certes, ont parfois eu raison les premiers, à comprendre qu'on ne peut pas modifier des modèles aussi structurants par la simple injonction, qu'il faut ensuite montrer que par le local, on peut créer des initiatives qui sont tout à fait durables, aussi d'un point de vue économique, mais vous en aurez des illustrations dans quelques instants. Sans plus tarder, et encore une fois en vous remerciant de votre présence nombreuse ici, je vais laisser la parole à notre animateur pour présenter la suite des travaux, et puis dans les quelques minutes qui viendront, on accueillera M. Hodger comme il se doit. Merci beaucoup de votre présence.
Merci beaucoup pour ce mot d'accueil. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, ce matin. J'aurai la lourde responsabilité de guider ces présentations, nos intervenants que je remercie chaleureusement. Je suis Denis Coconcelli. Je dirige un centre de ressources internationales pour le développement durable qui est basé ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous dire quelques mots de l'économie circulaire. Je crois que si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Vous avez déjà un certain niveau de connaissance. Je donnerai 4 mots-clés en introduction. Coopération, territoire, ressources et environnement. Voilà, je vous passe les définitions. Je pense qu'aujourd'hui, nos témoins, les exposants portent ces initiatives au cœur du territoire, ces projets très concrets, très opérationnels. Et je vous passe plus d'éléments de pédagogie lors de cette introduction. Je m'appuie, petite digression, mais je m'appuie quand même sur un témoignage des écrits d'une scientifique américaine, Janine Benyus. Et je vous invite à avoir cela en tête aujourd'hui. Voilà, tout au long de votre parcours, de vos découvertes, de vos échanges. Ce que la nature nous apprend finalement. Aujourd'hui, on réinvente un modèle ou on prône un modèle qui est l'économie circulaire, mais la nature n'a pas attendu après nous et elle s'inscrit, elle, depuis des centaines de milliers d'années, dans une circularité, une préservation des ressources, coopération, territoire, ressources, environnement. Voilà, donc je ne vous en fais pas la lecture, vous les avez à l'écran, mais il me semble que c'est très enrichissant et de pouvoir ouvrir aujourd'hui cette séance plénière ensemble à travers ces 9 stratégies de la nature, ça me semblait être une petite discrétion que je me suis permis de vous apporter ce matin. Alors, de nombreux intervenants, vous allez voir que nous avons un panel d'hommes et de femmes pour nous permettre d'avoir un regard croisé ce matin. On a voulu être très concret, pragmatique, donc regard croisé, Forum économie circulaire transfrontalier. Donc il y a le mot transfrontalier et on a voulu vous apporter aujourd'hui un regard croisé sur ce grand territoire à travers des initiatives, des projets portés par des hommes et des femmes dans des institutions publiques, vous allez le voir, chez des opérateurs et puis dans des initiatives plus privées que vous allez pouvoir découvrir maintenant. Alors le timing est serré, hein. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Javogue, Sébastien Javogue, pour nous présenter votre démarche et la transition qui s'opère aujourd'hui sur le territoire. Bien, bonjour à tous. Alors, enchanté. Bienvenue Antonio. Voilà, je m'associe au protocolaire de Christophe. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Donc, je suis Sébastien Javogue, vice-président au pôle métropolitain du Genevois français. Alors, je voulais démarrer ma petite intervention par une très rapide image. Un pommier qui donne 10 pommes, 10 personnes, dans un endroit clos. Ce pommier qui donne 10 pommes par jour connaît cette vie. Si 8 personnes s'occupent des 10 pommes par jour, vous imaginez bien que la situation est compliquée. Compliquée, ça veut dire que le pommier a un plafond de ressources. Il peut ne donner que 10 pommes par jour. Et si ces pommes sont mangées par 8 personnes sur les 10, nous avons une problématique sociale. Voilà. Cette petite image pour vous illustrer que oui, notre Terre a un plafond de ressources qu'on ne doit pas dépasser. Et nous avons également, en tant qu'être humain, un plancher social sous lequel nous ne voulons pas passer. Voilà. Ces deux limites que j'essaie de vous exprimer simplement pour vous dire que l'ère pétrolière sur laquelle nous sortons est venue nous faire dépasser ces deux plafonds. Ce plafond de ressources sur lequel nous avons, sur certaines thématiques, largement dépassé, et puis ce plancher social sur lequel nous avons installé des mécanismes plutôt difficiles sur nos territoires. Voilà. Alors, cette illustration nous permet de mettre en avant l'économie circulaire. Si nous devons passer ce cap, revenir dans cette zone vitale, nous avons deux grandes solutions. La première, c'est de réduire.
Voilà, on parle beaucoup de sobriété. Alors c'est pas un mot qui doit faire peur, hein, une sobriété. Si je prends un exemple d'une maison qu'on réisole et sur laquelle on a moins d'énergie à dépenser pour se chauffer, c'est plutôt positif. Hein, c'est toujours pour être dans cet objectif de positiver nos démarches. Et puis nous devons produire autrement. Et c'est là où l'économie circulaire prend toute son importance et prend tout son enjeu positif, créatrice d'emplois. Voilà en tout cas la dynamique dans laquelle nos collectivités s'installent, peut-être avec un peu de retard, je ne sais pas, mais en tout cas avec une volonté très forte. Antonio vous parlera de la partie transfrontalière dans le cadre du Grand Genève. Moi, je vais m'attacher à vous expliquer un petit peu cette ligne rouge qu'est la transition écologique que nous portons comme fer de lance au niveau du pôle métropolitain qui regroupe nos collectivités, nos 8 EPCI, par quelques exemples aussi, parce que c'est vrai qu'il faut du concret. Alors, on a quand même un peu de planification, hein. Donc 2 exemples de planification, je suis sûr qu'Antonio reviendra dessus. Nous menons une grande étude transfrontalière pour identifier tous ces leviers de circularité que nous avons à cette échelle. Je laisserai Antonio donner quelques exemples. Un deuxième exemple de planification que nous portons, un référentiel de l'économie circulaire que l'on porte en partenariat avec l'ADEME. Donc je salue ici Jérôme Dassini et je lui fais un clin d'œil amical par rapport à tous ces apports qu'il a pu avoir sur le territoire. Vous voyez que je parle un peu au passé, mais je pense qu'il s'exprimera très bien après. Donc ce référentiel qui nous permet de comprendre comment installer l'économie circulaire sur notre territoire. Le pôle métropolitain s'engage dans cette démarche. Il y a déjà 2 collectivités qui ont également mis ce référentiel en œuvre. Et je sais que les collègues du Pays Belgardien prendront la parole tout à l'heure pour expliquer un peu leur démarche. Voilà, donc deux initiatives plutôt de planification. Et puis nous avons, pour apporter du concret, parce qu'aujourd'hui il s'agit aussi beaucoup de concret, 2 autres initiatives. Alors, je sais qu'Antonio va beaucoup appuyer ses propos sur une initiative de longue date, sur l'écologie industrielle. Vous allez voir qu'il y a une vieille histoire. Nous, on entame une histoire peut-être un peu plus jeune, une histoire qui s'appelle Entrer dans la boucle, avec un partenaire Innoval. Le pôle métropolitain s'appuie sur cette démarche pour réunir un groupe d'experts et apporter une expertise de circularité auprès de 20 entreprises dans une zone économique. Voilà, vous aurez de quoi découvrir aussi au travers des stands cette belle expérience, entrer dans la boucle. Et puis je prendrai un deuxième exemple très pragmatique aussi, l'accompagnement qu'on a fait au niveau des ressourceries. Voilà, ça c'est une impulsion très opérationnelle qu'on a souhaité sur le territoire. De nouveau, un bel exemple ici, avec l'Armise, la ressourcerie du Chablais, que vous pourrez aussi découvrir sur cette action très opérationnelle pour nos territoires. Voilà. Donc, on nous avait donné pour consigne de faire court. En tout cas, oui, les élus, nous devons entrer dans la boucle, entrer dans cette circularité. En tout cas, je crois qu'on le fait. Peut-être que nous sommes un petit peu en retard. Moi, je ne crois pas. En tout cas, il y a un vrai mouvement de fond territorial que l'on opère, avec un triptyque extrêmement dur, extrêmement fort que l'on doit avoir, le citoyen, les collectivités et le monde économique. Sans cette base-là, c'est vrai que nos territoires ne peuvent se mettre en marche. En tout cas, moi, je voulais vous redire tout l'intérêt que le pôle métropolitain a à collaborer à ce bel événement. En tout cas, je remercie encore tous les acteurs. Je suis vraiment content de pouvoir participer à cette impulsion. Et puis, je vous souhaite, comme on dit, tout de bon pour découvrir ces belles circularités que vous avez autour de vous et faire que cette journée soit la plus innovatrice possible. Voilà. Merci en tout cas et bravo à vous tous qui participez à cette dynamique. Merci beaucoup pour votre équipe. Monsieur Hodgers, je vous propose de poursuivre, de nous ouvrir la fenêtre transfrontalière, en effet, que Monsieur Javoc vous tendait la main. Je propose que vous la preniez et que vous poursuiviez. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Voilà, mesdames et messieurs, madame la maire, mesdames la directrice, le vice-président, monsieur le maire,
Mesdames et messieurs, encore désolé pour ces quelques instants de retard. Genève, si près et si loin quand il s'agit de se déplacer par heure congestionnée. L'économie circulaire, finalement, si on y réfléchit bien, est l'économie de base. Si on prend les économies des temps anciens, d'avant la révolution industrielle, d'avant l'explosion des déplacements, d'avant l'énergie bon marché, eh bien, était essentiellement une économie circulaire. Jamais complètement. Nous avons récemment découvert dans des fouilles archéologiques en plein centre-ville de Genève, eh bien, des restes d'il y a 2000 ans, de Genève vraiment de l'époque romaine, et nous avons trouvé des amphores de vin espagnol, des bijoux venant de Rome, en plus des ossements. Donc tout cela pour vous dire que dans l'Antiquité, il y avait déjà des économies un peu plus larges, mais on va dire que c'était à la marge. C'était clairement à la marge et que pour l'essentiel, historiquement, nos sociétés se sont organisées de manière à pouvoir répondre à leurs besoins dans leur proximité, dans cette durabilité. Donc, par conséquent, l'explosion de l'économie qu'on va peut-être appelée globalisée par opposition à cette économie plus localisée que l'on veut introduire dans la logique circulaire, c'est à savoir des cycles, mais c'est aussi à savoir des cycles courts, et peut-être il nous faudra aussi préciser la taille de ces fameux cercles, de ces fameuses boucles, parce qu'on peut faire des boucles au niveau mondial. L'idée, c'est aussi de faire ces boucles au niveau plus local. Eh bien, c'est un retour finalement, c'est de revenir sur des éléments de proximité qui nous permettent de rompre autant que possible la logique linéaire que nous avons par trop pris dans nos sociétés industrielles, qui est donc de créer, utiliser, jeter, et donc d'avoir cette notion de déchet qui devient très importante et sur laquelle nous avons effectivement aujourd'hui des enjeux majeurs. Fermer les cycles, boucler les boucles, ça veut dire aujourd'hui planifier, effectivement. L'économie ne le fait pas par elle-même ou pas encore assez. Les conditions cadres, je l'évoquais, hein, la relative pétrole bon marché, le prix de l'énergie relativement bas, la capacité d'envoyer à travers des cargos des marchandises ou des matériaux de par le monde. Eh bien, si vous regardez les prix, c'est des prix qui fait que vous pouvez vous retrouver, c'est ce qui se passe, on se retrouve dans nos bricomarchés avec des objets fabriqués en Chine, des matériaux produits en Afrique, et puis on le paye 4-5 euros ces objets. Donc pour arriver à un produit qui a traversé la planète comme ça avec des prix de 4-5 euros, vous imaginez que derrière, eh bien, les coûts énergétiques, les coûts du transport, sans parler des coûts évidemment des travailleurs et des travailleuses qui ont produit ces objets-là, sont ridicules, et c'est cet aspect ridicule qui fait que ma foi, nous avons, quand on est entrepreneur, quand on est dans une logique de devoir optimiser ses charges, et c'est aussi bien normal, eh bien, on va regarder où est-ce que ça coûte le moins cher. Ah bah tiens, ça coûte le moins cher si j'importe depuis l'Europe de l'Est, et donc je vais le faire là, plutôt que d'aller chercher une entreprise, une industrie qui est plus proche de chez moi, mais qui est peut-être un peu plus chère. Et donc, l'économie circulaire vient pas se heurter, mais disons, vient remettre en question, vient questionner ces logiques longues, cette économie par trop globalisée, et avec une notion importante qui est celle de la matière, celle de la transformation de la matière, et puis celle du réemploi de la matière utilisée. Et là, ce n'est pas simple. En Suisse, nous avons récemment eu un travail de l'Office fédéral des statistiques qui a mesuré le taux de circularité matérielle. Donc là, on parle vraiment des matériaux. Avec un point fort déjà, c'est que les Suisses ont un tonnage 2 fois plus grand que le reste de l'Europe, mais en fait, c'est lié à l'industrie horlogère. C'est-à-dire que tous les matériaux d'or, etc., qui figurent sur les montres suisses qui se vendent de par le monde, eh bien, doublent le tonnage par rapport aux pays, notamment la France. Mais si on enlève ces matériaux qui sont liés à une industrie fortement d'exportation et fortement globalisée, eh bien, on retombe sur un tonnage relativement moyen au niveau européen. Il se trouve que donc, en Suisse, environ 13% des matières consommées étaient issues de la récupération des déchets. 13%.
Ça veut dire à l'inverse que 87% ne l'est pas, est plutôt en économie circulaire. Mais ce taux qui n'a cessé d'augmenter entre 2000 et 2018 est estimé avec un plafond à 20%. C'est-à-dire que même si on recyclait l'entièreté des déchets qui sont recyclables, on n'arriverait qu'à 20% des besoins en termes de ressources matérielles. Donc le plafond matériel de cet exercice n'est pas si élevé. Alors, en termes absolus, parce que en termes relatifs, de passer de 13 à 20%, c'est énorme en fait. Il y a énormément à faire, il y a énormément de travail pour boucler ces boucles et pour avoir cette dimension circulaire. Et c'est vrai, Sébastien l'évoquait, qu'à Genève, nous avons, il y a une vingtaine d'années déjà, lancé des travaux de recherche et mis en place, avec la Fondation des terrains industriels notamment, des logiques de ce qu'on appelait alors l'écologie industrielle. On va dire que l'écologie industrielle, c'est un petit peu c'est un peu la grand-mère de l'économie circulaire, de manière plus axée sur l'industrie, on va dire, mais c'était ça, l'écologie industrielle. On s'est posé la question sur notre scène industrielle en disant, mais est-ce que les déchets des uns ne peuvent pas être les matières premières des autres? Et là-dessus, depuis 20 ans, nous travaillons à essayer de créer ces liens entre les entreprises en disant, écoute, non, au lieu d'aller acheter en Amérique telle et telle pièce, regarde, ton voisin, il produit des déchets. Oui, mais ce n'est pas exactement comme le matériau qu'il nous faut, donc on doit un peu le transformer. Ça, c'est tout un travail qui a été confié à la Fondation des terrains industriels ici présente, qui est un organisme public à Genève et qui gère ces zones industrielles qu'on a rebaptisées écoparcs, dans cette logique justement de travailler sur la logique d'écologie industrielle. On a fait des progrès, mais aussi on voit assez rapidement les limites. Ensuite, et j'en ai bientôt fini, nous travaillons évidemment sur la question des déchets, sur les incinérables, avec des objectifs d'arriver à un traitement des déchets à 100%, sur les questions d'organique, sur les questions de bois usagé. Et donc, au-delà du réemploi, la première étape pour nous, c'est vraiment le réemploi, de réutiliser le matériau avant de procéder à sa destruction, à son démantèlement. Si on ne peut pas faire le réemploi, c'est d'aller vers le recyclage, c'est-à-dire typiquement dans le béton, on récupère le béton, on en refait du béton recyclé au lieu d'acheter du béton totalement neuf. Et puis, si on n'y arrive pas, mais ce n'est pas le cas pour ce type de déchets, mais pour d'autres déchets, on va chercher à éliminer le déchet sur notre territoire. Et donc, mesdames et messieurs, pour finir sur la dimension du Grand Genève, c'est la diversité de notre territoire, de notre économie, de notre industrie qui nous permettra de développer des cycles nouveaux. C'est-à-dire que si l'on veut fermer ces cycles, il faut que l'on puisse mettre en réseau une économie large et variée pour que les déchets des uns servent de matière première aux autres. Et ce travail-là, évidemment, que de le penser à l'échelle du Grand Genève, est beaucoup plus pertinent que le penser à l'échelle de nos territoires, en tout cas pour nous du canton de Genève. La diversité de notre industrie, de notre territoire, l'étroitesse de notre territoire ne nous permet pas de boucler certaines boucles qui pourraient l'être à l'échelle du Grand Genève. Et nous travaillons notamment, je pense, aux matériaux de chantier, de gravière, où aujourd'hui nous avons certaines limites territoriales. Genève est un petit canton dans un petit pays. Eh bien, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que certains cantons partent déjà pour la France. Mais je ne sais pas s'ils vont dans le Grand Genève ou s'ils vont en Bretagne. Et ça m'intéresse. Maintenant, j'ai demandé à mes services de questionner en disant, mais il faut arrêter de voir la France comme ça, comme un pays dans son entier. Il faut qu'on voit ce qu'on appelle de manière un peu ethnocentrée la France voisine, c'est-à-dire les territoires en lien avec la polarité genevoise, et que nous réfléchissions ensemble avec nos économies pour finalement avoir ces échanges entre les entreprises, les industries et puis aussi les collectivités publiques qui produisent des déchets pour boucler les boucles entre nous. Et ce potentiel, ce territoire partagé entre le Jura et le Salève, cet espace de vie d'1 million d'habitants est un espace beaucoup plus pertinent pour réfléchir sur quoi nous travaillons ce matin ensemble, à savoir l'économie circulaire. Et c'est vraiment pour moi une grande opportunité d'avoir l'occasion de m'exprimer ici avec vous et de partager avec vous pour la suite des travaux. Cette vision-là, elle est juste, elle est porteuse de l'économie de demain. Elle n'est pas triviale. Elle n'est pas triviale parce qu'elle vient challenger aussi le deuxième principe de Carnot, la loi de l'entropie,
qui dit que physiquement, si le premier principe, vous le savez, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais le deuxième principe dit que dans cette transformation, il y a une dispersion énergétique, il y a une baisse de la qualité. Et donc, l'économie circulaire vient réduire ce phénomène physique de base pour, à nouveau, faire du déchet une matière première. Merci de votre écoute. Merci, M. Hodgers. Votre discours, je crois, résonne beaucoup avec les 4 mots-clés que je vous ai proposés en introduction, que je vais vous redonner. Coopération, territoire. Vous avez introduit la notion de l'échelle de territoire, ressources et environnement. Focus sur des initiatives concrètes et opérationnelles, une du côté de l'Ain. Messieurs, merci d'être venus. Vous êtes tous deux vice-présidents de la communauté de communes du pays belgardien. Et Madame Tobler, en charge du pôle aménagement à la Fondation pour les terrains industriels à Genève. Alors, Monsieur Javoc, vous l'avez évoqué, le pôle métropolitain genevois français est engagé dans une démarche de diagnostic, d'état des lieux, d'orientation, de pistes d'action sur l'économie circulaire à travers un référentiel en France qui a été développé par l'ADEME. Et il se trouve que la CCPB 01, communauté de communes Pays belgardien, est également engagée dans cette démarche-là. Voilà, ce sont des démarches tout à fait récentes, qui ont moins d'un an, on va dire ainsi. Et vous avez d'ores et déjà un projet à nous présenter sur le Pays belgardien. Alors vous allez peut-être déjà nous dire qu'est-ce que le Pays belgardien, nous en dire quelques mots, et puis faire ce focus très, très, très concret sur la recyclerie qui est en place depuis quelques mois maintenant. Voilà, donc je vous donne la parole. L'un et l'autre, je crois que vous êtes organisés pour cela. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Gilles Thomasset, vice-président de l'aménagement du territoire du Pays belgardien. Pour vous situer le Pays belgardien, donc, il est déjà sur le département de l'Ain. C'est un territoire de 225 km², une population d'un peu plus de 22 000 habitants, avec 12 communes. La particularité, c'est que la commune, la centralité, Val-sur-Rhône, pèse plus de 17 000 habitants. Donc les 4 000 restants, 5 000 restants sont répartis sur les 11 communes. Donc ça vous donne une image un peu du territoire. Vous dire également aussi qu'on est à 40 km d'Annecy, 47 km de Genève et 110 km de Lyon. Ça situe également notre pays. Dans nos compétences, on a forcément l'aménagement de l'espace, le développement économique, la collecte et le traitement des déchets et des déchets assimilés. On travaille également sur notre PCAET depuis 1 an et demi déjà. Voilà brièvement présenter notre territoire. Merci. Serge. Merci Gilles. Donc oui, Serge Janzon, je suis vice-président de la communauté de communes du Pays belgardien en charge de la transition écologique et du PCAET en particulier. Donc comme vous l'a dit Gilles, notre territoire c'est un petit territoire, on se sent un peu tout petit au milieu des grands territoires qui nous entourent, notamment avec nos amis au Savoyard et nos amis genevois. Je suis également moi président d'un syndicat de traitement, le CIDEFAGE. On a eu des travaux et on a sollicité Genève pour nous aider dans cette période de détournement de déchets. Donc j'en profite pour vous remercier à cette occasion. Voilà, alors nous, le projet de la recyclerie du Pays belgardien, il est né d'une réflexion autour de nos déchetteries. Nous avions des déchetteries classiques. Nous avons souhaité moderniser tout ça. Et du coup, nous avons fait une déchetterie à plat, déjà dans le but de sécuriser les utilisateurs, puisqu'il y avait malheureusement pas mal d'accidents dans les déchetteries avec des hauts de quai et des bas de quai. Et puis on s'est dit, alors une déchetterie avec toutes les filières de recyclage que l'on connaît tous, classiques. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas profiter justement de la venue de nos usagers pour favoriser le réemploi et rentrer vraiment dans cette économie circulaire, quoi. Et du coup, c'était une action qui était donc déclinée dans notre plan climat. Et nous avons travaillé sur le sujet et nous avons fait en sorte que sur
la déchetterie, il y a un local mis à disposition pour que les usagers puissent déposer les objets qui peuvent avoir une seconde vie, un réemploi, au lieu d'aller, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vers les filières classiques de démantèlement et de recyclage. Donc nous nous sommes attachés à rencontrer des associations issues de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons créé un partenariat avec une association qui dépend de Alpha 3A, qui s'appelle la GCR. Et du coup, ils ont installé au niveau de notre déchetterie un valoriste, c'est-à-dire qui est en charge d'aller voir les usagers et de récupérer ce qui peut notamment avoir une seconde vie. Alors c'est les vêtements, c'est le mobilier qui est à peu près en bon état, les bibelots, c'est tout ce que l'on voit dans les ressourceries et les recycleries. Et c'est une réussite, hein. C'est vrai que pour un petit pays comme nous, ça a été quelque chose d'important, difficile à mettre en place parce qu'il faut trouver les financements, il faut trouver les accompagnements, il faut trouver tout ça. Il a fallu aussi au niveau de cette association de mettre un local à disposition pour qu'ils puissent réparer ce qu'ils récupèrent et puis un lieu de vente. Donc nous avons mis à disposition un local de 400 mètres carrés sur le pays belgardien, à Valserone en particulier, à 2 km de la déchetterie. Et nous avons mis aussi à peu près une centaine de mètres carrés de bureaux à disposition. Donc c'est un partenariat tripartite, une convention tripartite, puisque la déchetterie est exploitée par la société Onyx Veolia. Et donc nous avons conventionné entre la communauté de communes, Alpha 3A et Onyx Veolia. Voilà. Après la fréquentation, donc l'ouverture a été faite en septembre 2020. Tout de suite derrière, il y a eu le confinement que l'on connaît tous, le deuxième confinement. Donc ça a été un peu compliqué pour le démarrage. Actuellement, la fréquentation, c'est à peu près 250 personnes par mois. Les chiffres d'affaires, je les ai, mais ils doivent être notés par-dessus. C'est à peu près... pardon, excusez-moi. Oui, c'est 15 000... Alors non, après, en fait, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'association en question organise aussi la collecte des encombrants sur tout le territoire du pays belgardien. Donc ça, c'est un plus aussi quand ils ont des caves à débarrasser ou lors des déménagements, les choses qu'on ne veut plus. Donc ça génère un chiffre d'affaires de 15 000 euros sur l'année, du moins sur cette année un peu particulière. Et donc nous, par conventionnement, nous avons aussi prévu un soutien financier à cette association parce qu'effectivement, il faut saluer ce genre d'initiative. Alors, on a parlé d'économie sociale et solidaire, c'est des emplois en insertion, c'est 11 équivalents temps plein, c'est quand même pas négligeable. Donc on a une mission aussi au niveau de notre service de faire en sorte que ça perdure. Et puis on est surtout en plein dans l'économie solidaire, dans l'économie circulaire, pardon, puisque du coup, voilà, c'est tout ce qu'on peut détourner des filières classiques, faciliter le réemploi. C'est ce que j'essaye aussi et c'est sur lequel on travaille au niveau du CIDEFH, parce que ce n'est pas simplement un syndicat de traitement de déchets, de valorisation. Avant la valorisation, il y a effectivement la prévention, le réemploi et la diminution des déchets à la source. Merci beaucoup. 10 à 15 emplois à terme, on peut le dire. Oui, c'est ce qui est annoncé à peu près. Ouais, eh bien, c'est bien, c'est une ambition. Et un travail qui s'inscrit dans une stratégie plus massive de planification et d'économie circulaire. Je crois que vous avez d'autres pistes, d'autres orientations qui vont naître, je l'espère, avec le travail que vous faites en ce moment, à travers un état des lieux, un diagnostic, une mobilisation des parties prenantes, des acteurs économiques, du tissu associatif, comme vous le disiez, et puis de vos partenaires de proximité jusqu'au canton de Genève. Très bien, bravo, tous nos encouragements pour la suite de cette opération et une massification de votre stratégie économie circulaire dans les mois et années à venir. Merci beaucoup. Merci. Madame Laurence Tobler, bienvenue. Bienvenue Bonjour. Parmi nous. Bonjour. Alors, vous nous proposez, déjà de nous dire quelques mots de la FTI, la Fondation pour les terres industrielles, installée à Carouge, à Genève. Et puis, effectivement, aussi de nous parler de cette stratégie écoparc qu'a évoqué M. Hodgers précédemment.
Je vous tends le micro. À vous la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurence Tobler, responsable du service aménagement au sein de la Fondation pour les terrains industriels de Genève, dite l'AFTI. L'AFTI donc, regroupe une quarantaine de collaborateurs. C'est une institution de droit public et qui participe finalement à l'installation, au développement du tissu économique. Oui, si vous pouviez parler un peu plus près. Pardon. Voilà. Merci. Pardon. Les grandes missions et les principales missions de la Fondation, en l'occurrence, concernent, nous appellent à accompagner les entreprises dans leur installation, à acquérir des fonciers à cette fin, et de même qu'on voit que la stratégie d'acquisition foncière nous aide à mettre en place des principes opérants d'économie circulaire et d'écologie industrielle, parce que ça nous permet d'être un acteur dans un développement plus global. De valoriser les zones industrielles. On participe activement, entre autres, à la planification et à la construction des zones d'activité. On construit aussi, on a la charge d'équiper les zones industrielles en termes d'infrastructures et d'espace public. Et on promeut bien sûr les principes et on essaie de les inscrire dans le développement économique, les principes d'écologie et d'économie circulaire, en l'occurrence au travers de la dynamique des écoparcs. Et enfin, on exploite et on gère des immeubles. Ça, c'est les grandes activités qui nous occupent au quotidien. Par ailleurs, quelques chiffres. Donc, on parle sur le canton de Genève d'environ 70 zones industrielles. Zones industrielles, c'est des zones d'activité économique à caractère industriel et artisanal, qui regroupent environ 68 000 emplois. On parle de presque de 5 000 établissements installés dans ces zones industrielles, donc, qui sont finalement nos partenaires dans nos discussions et dans notre quotidien, pour acter des grands principes de durabilité, de prospérité, d'installation et fidélisation. Et puis voilà, et on détient aussi, c'est pas un moindre, on est propriétaire de voies ferrées. Si je l'évoque, donc on a un linéaire de plus de 27 km de voies ferrées, c'est pas mineur dans des stratégies aussi de gestion de ressources, d'évacuation, de mise en lien d'entreprises entre elles. Voilà pour ce qui est de l'AFTI. Pour les écoparcs, vous voulez que j'enchaîne ? Oui, je vous en prie. Alors, les écoparcs, effectivement, cette stratégie de développement écoparc, elle a été initiée par l'AFTI. Donc on parle bien des écoparcs industriels il y a environ 7 ans. Un des points majeurs ou émergents de cette stratégie consiste à mettre en place des commissions écoparcs. Donc aujourd'hui, 3 sont constituées sur le canton de Genève. Elles couvrent à peu près 20% des surfaces de zones industrielles. Les grands piliers de ces écoparcs et de ces commissions, c'est une gouvernance participative, c'est-à-dire que dans ces commissions siègent en l'occurrence des représentants du canton, des représentants des communes, ou de la commune qui accueille la zone industrielle qui est sujet à la commission, mais aussi des représentants des entreprises et bien sûr des acteurs et des collaborateurs de la Fondation. Donc ensemble, au sein de ces commissions, on cherche à quoi ? À collaborer, à se comprendre, à s'entendre, à partager sur des enjeux d'économie circulaire. Et donc, au travers de ces commissions, ça se formalise par de nombreux événements multiples et puis des rencontres, effectivement, qui sont rythmées aux fréquences d'à peu près une fois tous les 3 mois, sur lesquelles on travaille sur des besoins et puis sur la recherche de solutions et la prise en charge de projets. L'AFTI n'est pas nécessairement derrière tous les projets. Elle fait émerger des projets, mais ça peut être pris sur l'initiative privée de faire émerger des solutions et des alternatives à effectivement rentrer dans des cycles vertueux de partage de déchets, ressources nouvelles. Bien sûr, dans les grands principes, les piliers des écoparcs, c'est le principe de la mutualisation et de la coopération, ce qui fait valoir aussi cette gouvernance participative. C'est pas que dans le cadre, ces principes de mutualisation et de recyclage, quelque part, n'est pas simplement l'objet des commissions, mais il fait aussi partie d'initiatives autres qui sont dans le développement du territoire, la volonté de travailler à l'échelle, ce qu'on appelle des pièces urbaines, c'est-à-dire des secteurs géographiques qui ont quelque part
des identités communes, mais qui, par contre, sont partagées par des partenaires multiples. Et on travaille d'entente et de concert pour pouvoir avoir des développements concertés. Mais là, on parle plus de développement immobilier. Mais ça fait quand même, c'est l'objet d'émergence, de lieux de collaboration, de concertation, de mutualisation. Et puis, c'est vraiment des lieux, enfin, c'est des occasions de créer des réseaux. Et par ailleurs, même bien sûr, on mise dans un certain niveau de qualité de vie. Et puis faire appel à du bâti à faible impact environnemental. Donc voilà les piliers qui concernent directement les écoparcs et puis ce qui fait leur identité. Une autre échelle de travail que vous évoquez effectivement, Madame Tobler, effectivement des rencontres entre entrepreneurs, entre acteurs du territoire, des ateliers sur la mutualisation, sur la logistique du dernier kilomètre, sur l'efficacité du foncier, sur l'efficacité de la ressource. Une série de rencontres qui se sont installées depuis plusieurs années sur le territoire, que les entrepreneurs ont intégrées dans une démarche de coopération et de réseau. Je vous invite pour découvrir les projets mis en œuvre sur le territoire du canton de Genève sous le prisme de l'écologie industrielle et territoriale à vous rendre sur une plateforme collaborative qui s'appelle génie.ch, qui fait donc un focus sur le territoire et qui présente, je crois, près d'une quarantaine de projets de synergie, de coopération dans une perspective de soutenabilité et des initiatives tant publiques que privées, pour préserver à la fois l'environnement et la ressource dont le territoire dispose. Donc génie.ch. L'écologie industrielle et territoriale est effectivement inscrite dans la Constitution, hein, je le dis, depuis un certain nombre d'années, du côté de Genève. Sur le territoire français, c'est un peu plus récent. On parle d'économie circulaire depuis 2013-2014. Loi de transition énergétique pour la croissance verte, c'est 2015. Il y a un chapitre qui inscrivait l'économie circulaire. Et puis l'année dernière, en février 2020, la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, avec des domaines d'application très, très divers, très variés, et notamment la mise en place d'un certain nombre de filières et d'éco-organismes. Une obligation d'affichage pour le consommateur, la lutte contre le gaspillage et évidemment le gaspillage alimentaire, voilà tout un pan législatif qui s'applique aujourd'hui, et des décrets à venir. Je vous invite aussi, pour parfaire votre connaissance sur l'économie circulaire, à regarder cette loi AGEC du côté français. Est-ce que quelqu'un souhaite dire un dernier mot, un mot de conclusion ? Pas spécialement, tout a été dit. Merci beaucoup pour la richesse de vos témoignages, de vos propos dans cette première partie de séance plénière. Je vous invite à regagner la salle, et je vais donc sans plus tarder appeler notre deuxième panel. Merci beaucoup, madame et messieurs. Je vais commencer par les dames. On peut les applaudir, oui. Je vais commencer par mesdames. Madame Lay, pour Évian, le pays d'Évian et Vallée d'Abondance. Madame Catherine Lehec pour l'initiative notamment Terre Agro, avec un partenariat public-privé Danone, les eaux minérales d'Évian. Je vais également appeler Justine Jacquard, qui est co-animatrice du réseau Green dans la vallée de l'Arve, donc une dynamique plutôt portée par des entreprises. Vous allez voir donc la diversité de nos intervenants. Jérôme Dassini, qui s'est levé, qui avait anticipé, qui est directeur régional de l'ADEME en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous sommes au complet. Voilà, je dirais simplement que monsieur Michel Bourrel, en sa qualité de président de l'agence économique, viendra conclure cette plénière d'ouverture un petit peu avant 10h30. Nous avons donc une demi-heure ensemble. Bienvenue. Peut-être je propose à Jérôme Dassini, de prendre la parole, de nous dire quelques mots de l'agence, et puis peut-être un propos national sur le plan France Relance, et puis après de nous dire très concrètement quelle est votre perception de l'engagement des entreprises dans ces stratégies d'économie circulaire. Je me rapproche de vous. Allez. Merci à vous. Je suis Jérôme Dassini, je suis le directeur régional de l'ADEME pour Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de m'accueillir
parmi vous. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Nous sommes une agence d'État et on intervient auprès des collectivités locales et des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de transition écologique autour de 3 sujets. La production de chaleur renouvelable, les économies d'énergie et bien sûr l'économie circulaire. Alors Denis, vous l'avez dit, cette économie circulaire, elle intervient en France dans la loi de transition écologique et elle va faire un cheminement. Et je vais peut-être juste refaire un tout petit parcours et l'illustrer de manière très, très concrète sur comment elle se met en œuvre. Effectivement, loi de transition écologique pour la croissance verte 2015, c'est la première fois que le terme est utilisé et il y a un petit chapitre sur la lutte sur l'obsolescence programmée. Après intervient la feuille de route en 2018 où il y a un certain nombre de chapitres et notamment sur le mieux produire et sur le mieux informer le consommateur. Intervient en 2020 cette loi AGEC, anti-gaspillage et de promotion de l'économie circulaire. Et puis il y a le dernier étage avec la loi climat et résilience qui comprend aussi des volets sur l'économie circulaire. Pour illustrer cette progressivité, en 2015, à la direction régionale, il y a quelqu'un qui s'est intéressé à la réparation et à la mise en lumière des métiers de la réparation et a travaillé avec la Chambre des métiers et de l'artisanat pour concevoir d'abord la promotion de ces métiers, concevoir un site qui vous permet d'aller dire voilà, j'ai tel produit, j'habite à tel endroit, où est le réparateur qui va permettre de réparer le produit. Et on aboutit au mois de juillet de cette année à un indice de réparabilité des produits. Voilà, donc c'est cette logique-là que je voulais souligner, cette logique d'entrepreneuriat où on se dit que des métiers qui étaient en perte de vitesse sur la réparation sont aujourd'hui mis en lumière. Et je trouve vraiment intéressant, c'est-à-dire que ces acteurs-là n'ont pas attendu effectivement cet indice de réparabilité pour se mettre en mouvement. Et on peut prendre comme ça des exemples assez nombreux sur cette mise en mouvement. Voilà, parce que moi j'ai une conviction qui est très forte, qui est que ce sont les acteurs du territoire qui vont faire la transition écologique. L'État est là pour leur offrir un cadre, c'est vrai, mais concrètement ce sont les entreprises et les collectivités qui se mettent en mouvement et qui vont surtout donner à voir la réalité de cette transition écologique. Ce qui est important, parce que je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines de projets. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que ça fasse masse. Et que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, consommateur, usager, on puisse se projeter, et vous avez tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez parlé d'être positif, de se projeter dans un récit très positif de cette transition écologique. Peut-être aussi sur l'interpellation sur les entreprises, quelques exemples territoriaux au travers de France Relance, parce qu'aujourd'hui la crise qu'on a traversée, que nous traversons, ces impératifs de climat, évidemment on n'aurait aimé pas les vivre, ça c'est une évidence. En revanche, ils sont une opportunité pour se projeter sur de nouveaux modèles. Une entreprise locale, VK, par exemple, va passer de 27 à 36% de taux de réincorporation du PVC dans son cycle de production. Ça, c'est un dispositif. C'est une entreprise qui est accompagnée par le plan de relance. On a évoqué la ressourcerie dans le pays belgardien. Vous avez une initiative dans le Chablais qui aussi a fait l'accompagnement d'un projet. Et puis peut-être, je pense que... et donc ça, j'ai envie de dire que c'est des logiques qui fonctionnent bien. Il y a un dispositif qui fonctionne moins bien, alors c'est pas tout à fait vrai en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est les dispositifs d'éco-conception. Comment on embarque l'entreprise dans l'éco-conception de biens et de services qui vont limiter la consommation de matières premières, limiter la consommation d'énergie. Là aussi, peut-être deux exemples pour vous illustrer la diversité du sujet.
Anne-Sophie Pic, la restauratrice à Valence, 3 étoiles, qui a une activité de traiteur à Valence et à Paris, s'est fait accompagner par un bureau d'études pour éco-concevoir sa livraison en fait, et de pots en verre. Et vous avez vu que dans la loi climat et résilience, eh bien, aujourd'hui, quand on propose de la restauration collective, eh bien, on aura l'obligation de proposer des contenants réutilisables. Bon, j'attends avec beaucoup d'impatience l'inauguration de cette opération, parce que ça devrait être bon. Mais à un autre bout un autre secteur d'activité beaucoup plus massif, ce sont les chaussures Besson, qui sont des chaussures qui sont conçues dans le Puy-de-Dôme et qui sont vendues dans des zones commerciales. Eh bien, c'est fait accompagner là aussi sur 6 gammes de produits, de chaussures pour éco-concevoir, avec des résultats extrêmement significatifs sur l'impact environnemental d'une paire de chaussures. Donc on parle de quelque chose d'extrêmement du quotidien et très appliqué. Et je crois qu'il faut qu'on multiplie l'accompagnement de nos entreprises sur ces questions d'économie circulaire et d'éco-conception, parce qu'il y a un vrai enjeu. On parle de matière, on parle d'énergie. Puis un dernier mot, je crois que cette écologie industrielle et territoriale, c'est retrouver des solidarités de territoire. Je crois que c'est extrêmement important, une solidarité extrêmement créatrice de valeurs et de solidarité de territoire. Là aussi, 2 exemples. À Ugine, pas très loin d'ici, Ugitech alimente le réseau de chaleur de la ville à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Constellium va alimenter le réseau de chaleur. On peut multiplier. Et puis, pas loin d'ici, on utilise les calories des eaux du lac à Genève, mais à Saint-Gingolph aussi. Est-ce qu'une question, on a les champions de l'économie circulaire, hein, ils sont dotés d'outils de R&D, en capacité souvent d'investir. Est-ce que dans le cadre de France Relance, vous avez vu apparaître de nouveaux acteurs, de nouvelles structures intéressées par ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un étonnement de votre part sur ce plan-là? Moi, je sens aujourd'hui une vraie appétence des chefs d'entreprise, des collectivités sur ces sujets. Oui, il y a vraiment... France Relance a été une opportunité. Voilà, des boulangers, des bouchers, des artisans, des plombiers sont venus solliciter, et un boulanger qui faisait le constat que c'était le beurre qui était son principal impact, aujourd'hui réfléchit à un croissant à l'huile d'olive. Alors il ne fera peut-être pas tous ces croissants à l'huile d'olive, mais ça enclenche des réflexions sur des métiers du quotidien aussi. Merci beaucoup. Merci Jérôme pour votre éclairage très concret, très opérationnel, et c'était bien le sens de cette séance. Mesdames, alors il y a un micro, peut-être que vous pouvez en récupérer 2. Je crois que vous allez avoir une parole en duo. Vous allez nous parler du projet Terragro. Ah, c'est pas un projet. Non. Ce n'est plus un projet. Alors, c'est une réalité. Très bien. Excusez-moi pour ce propos. Je vous donne la parole, peut-être nous expliquer d'où la genèse du projet, de la réalité. Alors la genèse de la réalité, disons. Bonjour à tous, donc je travaille pour Danone, je suis en charge des ressources en eau minérale et donc également de l'eau minérale Evian, donc qui est une eau clé sur ce territoire. Alors la genèse du projet, donc je débute sur cette thématique parce qu'en fait c'est vraiment lié à l'eau minérale Evian. Voilà, donc vous la reconnaissez, il n'y a plus l'étiquette, hein, c'est aussi un engagement par rapport à notre packaging. Alors, finalement, c'est comment on passe d'une préoccupation liée à la pérennité d'une eau minérale à finalement la conduite d'un projet de territoire qui est finalement après fortement porté par la communauté de communes, et comment finalement on rejoint des problématiques de protection de l'eau et d'énergie renouvelable. Alors à l'origine du projet, effectivement, c'est l'eau minérale d'Evian et la préoccupation de pérenniser l'activité d'embouteillage. Donc Evian existe parce que cette source, elle est sur le territoire et qu'il y a en fait un sous-sol particulier, une géologie qui fait que sur ce lieu, on a une chance incroyable d'avoir une ressource
qui répond en fait à toutes les caractéristiques d'eau minérale en termes de pureté, d'absence de contamination microbiologique, d'une composition minérale qui permet à cette eau d'être bue par de nombreuses personnes et sans subir aucun traitement. Et donc finalement, nous, en tant qu'acteurs économiques, donc c'est aujourd'hui la Société des eaux d'Évian, c'est plus de 1200 salariés sur le territoire, c'est justement de garantir la protection de cette ressource en eau et de ce fait-là, de garantir aussi l'économie de ce territoire. Donc derrière ces hauts standards de qualité qui caractérisent l'eau d'Évian, il y a une spécificité aussi de cette eau, c'est que entre le moment où la pluie tombe sur le plateau de Gaveau, là sur le territoire d'Évian, et le moment où on la capte, il y a plus d'une quinzaine d'années, même plus d'une vingtaine d'années qui se sont écoulées. Donc pour la préserver, en fait, ça nous demande de caractériser en fait quels seraient les risques et surtout d'anticiper et de mener aujourd'hui les programmes qui feront que dans les années qui viennent, cette eau, elle aura toujours la même composition. Et donc c'est au travers de cette réflexion qu'a été ensuite mené ce programme et notamment la relation entre eau et agriculture. Donc c'est, je dirais, ces deux thématiques qui sont souvent opposées. Et l'agriculture ici, c'est une agriculture de montagne et c'est l'activité dominante sur le territoire d'alimentation de l'eau. Il y a plus d'une cinquantaine d'exploitations agricoles. Et donc, dans les années 2000, il y a eu une préoccupation par rapport notamment à la gestion d'élevage et aussi à la cohabitation agriculture et habitants et tourisme, avec notamment des problématiques d'odeur d'effluents d'élevage et puis tout un tas d'autres contraintes qui faisaient qu'il y avait une concentration sur certaines parcelles. Donc on avait on était préoccupé en fait par cette situation, non pas de façon instantanée, mais de sa pérennité, de sa répétition au cours du temps, et qui pouvait du coup impacter la qualité de l'eau. Et donc c'est là qu'est rentré en fait un échange avec les agriculteurs, ou plus exactement de poursuivre nos échanges pour essayer de comprendre en fait les façons dont ils travaillaient et ce qui les amenait en fait à avoir un certain nombre de pratiques qu'on considérait être non suffisamment respectueuses de l'environnement et de l'eau. Et plutôt que de rentrer dans un rapport de force, ça a été de rechercher ensemble les solutions pour convertir en fait ces effluents d'élevage à un produit normé, comme un engrais naturel normé qui serait quasiment désodorisé et qu'on pourrait épandre en fait sur tout le territoire de façon extrêmement maîtrisée, c'est-à-dire vraiment d'apporter la bonne dose sur les bons endroits de l'impluvium et comme ça réguler en fait et maîtriser le risque. Et donc c'est comme ça qu'est né TerraGro, avec finalement une possibilité de traitement de ces effluents d'élevage au travers de l'outil qui est la méthanisation. Et au-delà de ces enjeux énergétiques, c'était aussi de dire quelle gouvernance on met en place pour que, au-delà des enjeux de l'eau minérale, il y ait un vrai développement, un vrai atout pour l'agriculture, mais également une production énergétique qui avait aussi des possibilités, qui offrait des possibilités pour la collectivité. Donc je laisserai la parole à Josiane pour parler de ces nombreux atouts. Moi je dirais qu'en tout cas, il y a eu au travers de ce projet, cette émergence du projet, c'est cette gouvernance qui est privée avec les eaux minérales d'Évian, qui est publique avec la communauté de communes et qui est également qui réunit les agriculteurs et avec donc une gouvernance, une double gouvernance. D'un côté, la communauté de communes qui est propriétaire du site TerraGro, donc ce site de traitement des effluents d'élevage et des autres déchets du territoire, et puis une gouvernance agricole avec la création d'une coopérative en partenariat avec Évian et l'association de protection de l'eau d'Évian, et donc qui a permis de mutualiser et de rendre collectifs tous les travaux d'épandage des produits qui ont été traités sur le site, avec du coup un accompagnement d'experts agronomiques et une acquisition de matériel performant. Donc l'agriculture sur ce territoire est devenue collective et également montée en compétences, avec bien sûr des atouts positifs d'un point de vue économique pour l'agriculteur et pour nous une garantie au travers de ce projet de protection de l'eau minérale d'Évian grâce à ce déploiement sur l'impluvium. Merci Cathy. Alors Cathy a dit déjà beaucoup de choses, donc je vais
parler, moi, de l'originalité de ce projet. Alors, comme Cathy vous l'a dit, l'objectif premier était vraiment la protection des ressources en eau minérale, mais je rajoute aussi, moi, l'eau potable. Je crois que c'est vraiment aussi important, c'est ce qui a permis aussi à la collectivité de rentrer dans ce projet. C'est un projet, la genèse, dans les années 2000, et la mise en service du méthaniseur 2017. Vous vous rendez compte, il y a eu quand même un certain nombre d'années pour arriver à ce que ce méthaniseur soit en fonctionnement. C'est vraiment aussi un parcours du combattant. Donc l'originalité, l'objectif premier, donc la protection des eaux, l'objectif second, la production d'énergie renouvelable. Et à ce jour, nous avons une production pour une consommation de 700 habitants. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et nous en sommes assez fiers. Ensuite, vous dire que Cathy l'a bien spécifié, pour nous, collectivité, c'était important de soutenir ce projet, puisque ça permet aussi de soutenir notre économie, de garantir les emplois sur le territoire, et donc c'est aussi un axe dans lequel la collectivité est rentrée. Et puis, on est vraiment sur de l'économie circulaire, je crois que vous l'avez vu, gestion optimale des déchets organiques, production de biogaz, et donc on est vraiment sur cette circularité. Donc Cathy vous a déjà dit beaucoup de choses, moi je voudrais finir la communauté de communes Pays d'Évian en Vallée d'Abondance, 22 communes, du lac jusqu'à la montagne, engagé, donc vous voyez, depuis déjà un certain nombre d'années sur le développement durable, avec cette action, mais avec d'autres actions, puisque nous travaillons sur les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Nous travaillons avec le ministère de l'Environnement, avec l'ONU et avec l'ADEME aussi, où j'aurai le plaisir tout à l'heure, nous aurons le plaisir à 11h de signer un contrat d'objectif territorial qui est le premier de Haute-Savoie. Et donc, voilà, je vous donne rendez-vous pour la signature à 11h. Ça sera sous la tente sur le parking. Voilà, merci. Juste, peut-être avant, je crois que Jérôme aura un mot. Parlez-nous des acteurs. Qui, concrètement, s'est engagé dans votre projet depuis ces années? Alors, la communauté de communes, qui est porteuse, donc qui est propriétaire du site, la Société minérale des eaux d'Évian. On a aussi comme acteurs 41 agriculteurs qui se sont engagés via ce qu'on appelle une SICA. Donc c'est une organisation, c'est eux qui gèrent aussi tout ce qui est épandage. Et puis on peut parler aussi de l'APIEM, l'association de protection de l'impluvium des eaux minérales d'Évian, qui regroupe la Société des eaux, les 4 communes émergentes qui sont publiées, Évian, Neufcelles, Maxilly, et les communes du plateau du Gaveau, qui étaient aussi partenaires de ce projet. Parce que Cathy Loïc, vous avez cité le mot gouvernance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, les acteurs que vous citez, vous êtes organisés en coopération. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Comment ça fait commun finalement? Vous avez créé un commun ici, il me semble-t-il. Ah oui, donc pour moi, la gouvernance et la coopération, c'est un élément clé. C'est même ce qui garantit la pérennité du projet. Quand on mène comme ça un projet avec de nombreux acteurs, il faut déjà que chaque acteur ait une part de bénéfices, des attentes, des réponses en fait à des attendus, qu'ils soient d'ordre énergétique, économique, environnementaux, protection de l'eau. Et donc après, toute la question, c'est de quelle est la place pour ces différents acteurs, quel est finalement le rôle et la responsabilité de chacun. D'un point de vue de l'eau minérale d'Évian, nous n'avions pas la volonté d'être propriétaires d'un site de méthanisation. Ce n'est pas notre métier et ce n'est pas nous qui incarnons non plus le mieux tous les atouts du territoire. Donc immédiatement, c'est vrai que la collectivité est apparue comme étant un acteur majeur pour justement incarner toutes les retombées de ce projet et porter ce programme d'investissement et coordonner aussi sa gestion. Pour ce qui concerne donc l'agriculture, alors il serait mieux en parler que moi. Toute la réflexion a été de dire comment à la fois mener un projet avec une maîtrise collective des épandages pour en garantir vraiment la traçabilité, le bon fonctionnement, et en même temps ne pas complètement
dépouiller l'agriculteur de sa propre gestion en fait. Parce que hier, il fonctionnait de façon très individuelle et aujourd'hui, c'est quasiment une PME qui gère tout le retour au sol des produits du méthaniseur. Et donc ça a été vraiment une réflexion au cœur des sujets, c'est comment, dans cette économie, dans cette gestion, chacun trouve une place en termes de responsabilité et assume en fait une part du fonctionnement, se l'approprie et progresse en fait également en maîtrise. Et donc toute la filière que je dirais comme une PME d'épandage, elle est en fait pilotée par ce groupement d'agriculteurs avec des présidents, des bureaux qui eux-mêmes en fait ont pris en responsabilité une gestion pour le groupe d'agriculteurs. Et ça a permis une économie d'échelle puisque finalement ils n'ont pas besoin d'avoir tous un équipement et des investissements matériels, ça a été fait de façon commune. Et donc nous, après au niveau de la Société des eaux d'Évian, au vu des enjeux pour la ressource en eau, il était important qu'on aide la communauté de communes dans le portage de l'investissement. Et puis ensuite, notre rôle était au niveau de la coopérative agricole pour accompagner justement tous les enjeux de traçabilité. Et je dirais que finalement, pour moi, c'est la plus grande réussite du projet. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, la méthanisation, elle peut être contestée. Et je pense qu'il y a un outil qui est adapté pour répondre à un certain contexte. Et qu'au-delà de l'outil, après, c'est ce que l'on en fait. Et c'est comment cette multitude d'acteurs travaillent et dans quel objectif. Et quand on fait un projet qui répond à des attentes, ça prend du temps, parce qu'il faut que tout le monde trouve sa place. Mais pour moi, c'est ça la garantie du développement durable. Un projet d'investissement de l'ordre de 10 millions d'euros, un co-investissement public-privé, je crois pratiquement à 50-50. Oui, donc un projet à 9,5 millions. Ouais. Entre la communauté de communes, la Société des eaux, oui, c'est à peu près pas tout à fait 50-50, plus les aides que nous avons pu toucher de la région, du département, de l'Europe, de l'ADEME. Vous avez cité une quarantaine d'agriculteurs. Je crois 41. 41. Il y a 5 nouveaux entrants, il me semble, cette année, en 2021. Oui, Okay, et on va travailler sur l'augmentation des aires de stockage. Très bien. Donc on va évoluer sur notre projet. Jérôme ? Je voulais rajouter un acteur pour illustrer cette démarche de circularité. Vous faites appel à des transporteurs. Ces transporteurs ont largement modifié leur flotte de véhicules pour passer au gaz. Donc il y a une forme d'économie circulaire. Et puis un cran plus loin, aujourd'hui on est en train de travailler avec ces transporteurs et avec des autocaristes sur du rétrofit de véhicules pour passer de véhicules diesel aux véhicules gaz sans modifier la structure des camions et des autocars dans une vraie logique d'économie circulaire puisque ces matériels ont des durées de vie bien supérieures et donc on prolonge la vie de ce matériel. Et c'est ça donc l'économie circulaire. La boucle est bouclée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole à Justine Jacquard. Justine, vous êtes chargée de projet pour Mont-Blanc Industrie et également co-animatrice du réseau Green. Voilà, donc vous venez nous présenter une démarche récente qui porte le nom de Psyclarve. D'abord, comment a démarré cette initiative dans la vallée de l'Arve, je suppose ? D'où est parti le projet ? Alors, effectivement, comme son nom l'indique, Psyclarve, c'est un projet qui a démarré dans la vallée de l'Arve, qui est porté par le réseau Green. Donc Green, c'est Groupement pour la responsabilité environnementale des entreprises. Pour contextualiser, c'est un réseau qui fédère une grosse soixantaine aujourd'hui d'entreprises, de tout secteur d'activité, de toute taille. On a le plus gros adhérent, c'est Somfy, qui est quand même un gros employeur, et puis on a des entreprises, des TPE, des consultants, voilà. Donc vraiment toute taille et tout secteur d'activité. On a du sport outdoor avec Decathlon, on a forcément représentatif du tissu économique du territoire, des usineurs, des colteurs, assembleurs, des industriels, donc de la grande distribution, des gestionnaires d'autoroutes, pour pas les citer, la TMB, des cures thermales, enfin voilà, vraiment un panel très 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 large. Et le but de ces entreprises, c'est d'agir pour la diminution de leur impact environnemental par de la mise en réseau d'initiatives, du partage de pratiques et des projets communs novateurs qui vont avoir pour but de faciliter le déploiement de ces actions en interne dans les entreprises.
Donc autour de 3 axes qui sont ressortis, c'est la mobilité, l'énergie du bâtiment et l'économie circulaire. Donc l'asso, elle est vraiment portée par les entreprises ou les organismes en tant qu'employeurs, parce qu'on a des collectivités aussi qui sont adhérentes. Et la genèse du projet Upcyclarv, en fait, c'est 2018. Il y a un grand collectif green qui se déroule avec l'identification justement de ces 3 axes thématiques que je viens de citer, la mise en place de groupes de travail dans lesquels participent des salariés des entreprises. Donc c'est basé, comme j'insiste, sur la bonne volonté des entreprises. Et le sujet économie circulaire ressort, mais économie circulaire au sens zéro déchet, et zéro déchet incinéré sur le territoire de la vallée de l'Arve. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais voilà, vous connaissez peut-être les problématiques de ce territoire en termes de pollution de l'air, etc. Donc l'aspect zéro déchet incinéré qui est quand même important. Et dans la foulée, Olivier Colloc, qui est présent dans la salle là, donc à l'époque était président de l'association, qu'aujourd'hui est vice-président à l'économie circulaire, rencontre Upcycléa. Donc Upcycléa, c'est quoi? C'est une plateforme web qui permet en fait à partir du moment où on a un compte, de saisir des flux de matière, donc flux entrants, flux sortants, et capacité de transformation de ces flux de matériaux, de les caractériser. Et il y a une moulinette, une intelligence artificielle qui fait matcher ces flux pour que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Donc voilà, sur le papier, c'est ça. Rencontre avec Upcycléa, des discussions avec Montblanc Industrie. Montblanc Industrie qui est un cluster d'entreprises industrielles avec un peu plus de 300 adhérents. Donc on a une petite centaine d'adhérents chez Green, plus de 300 chez Montblanc Industrie. L'objectif, c'est à terme, la plateforme, on la met à disposition de tous ces acteurs-là pour que tout le monde puisse saisir ces flux et qu'il y ait des boucles d'économie circulaire qui se mettent en place. Donc la décision à l'époque, c'est on fait une phase de test, parce que ça c'est un objectif, une ligne d'horizon à suivre. On fait un pilote sur l'utilisation de cette plateforme avec un projet donc, qui s'articule autour d'un groupe pilote d'une dizaine d'entreprises volontaires qui étaient déjà impliquées sur ces sujets. Et là aussi, on a un panel qui est assez varié en termes de secteur d'activité. Donc sur la phase 1 de ce projet qui est assez exploratoire, on a donc un copilotage Green et Montblanc Industrie, avec un accompagnement par EcoClean, et puis un soutien financier de l'ADEME sur les deux années de ce qu'on appelait la phase 1, en fait, la phase exploratoire de ce projet. Avec, les profils, je coupe, mais les profils de ces 12 entreprises, c'est des... Alors c'est taille, profil, activité. Taille, profil, activité, un peu de tout justement. Une bonne moitié d'industriels, c'est représentatif, voilà. Pas forcément que des colteurs, mais assembleurs, usineurs, voilà. Des TPE, des PME, et puis on a des très grosses boîtes comme Somfy toujours, la TMB, Decathlon, voilà. Donc l'idée c'est de partir des besoins, si je comprends. Alors, l'idée c'était de partir des besoins, sauf que c'est vrai que dans le panel qu'on avait, ça fait partie des enseignements qu'on en a tirés justement. On était un peu parti de l'objectif zéro déchet. Et ce qu'on a retiré, c'est effectivement ce qu'il faut, c'est partir des besoins en matière, aux besoins en matière à intégrer dans la production, dans les process des entreprises, pour pouvoir tirer les flux et organiser le tri de ces matières et non partir forcément des déchets en se disant voilà, j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais, comment je m'en débarrasse. Vous changez de regard en fait, de posture, c'est-à-dire qu'au lieu de faire au départ peut-être que c'était un focus déchets, puis vous dites non, finalement en regardant plus en amont, on l'avait la phase en tête, d'approvisionnement. Mais là, okay. Là c'est vraiment identifié qu'il faut d'abord partir de ces besoins pour pouvoir tirer les matières. Mais ça implique du coup forcément changement de paradigme dans les entreprises, des gros changements, que ce soit en termes de business model déjà, et puis aussi d'implication au sein des entreprises de tout le monde en fait, de tous les services. Là, on avait des référents qui sont alors il peut y avoir plusieurs référents dans les entreprises, mais qui sont impliqués, sensibilisés, qui ont fait les formations sur la plateforme. Et là, c'est d'impliquer tous les services, les achats, la conception, la production et les services techniques, d'amener tout le monde dans l'entreprise pour que les projets puissent aboutir.
Et un autre enseignement aussi, c'est vraiment l'importance, ça a été fait sur le groupe pilote, mais de partir en interne de l'entreprise, de faire des diagnostics. Donc là, qui avait été fait par EcoClean sur cette phase 1 dans le groupe pilote, pour pouvoir qualifier les flux. Ça, c'est un enseignement qu'on a tiré aussi grâce à la plateforme Upcyclea, qui permet une qualification, une caractérisation des matières qui est assez poussée et qui est indispensable en fait pour pouvoir faire matcher les entrants et les sortants. Donc ça, on a identifié des grosses masses, enfin voilà, des flux potentiels sur, ça peut être les films plastiques, ça peut être des bois pelés, des chiffons, avec des volumes qui pourraient être suffisants pour créer des boucles. Mais vraiment, c'est indispensable de faire cet état des lieux en amont et pour avoir conscience après de ce qu'on a pour créer ces boucles. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, ça c'est un enseignement, c'est que la solution technique du logiciel, elle est prometteuse, elle est très aboutie, très pointue, mais peut-être un petit peu prématurée en première phase, en tout cas par rapport à la maturité qu'on avait nous, puisqu'il faut d'abord qu'on monte en compétence sur ces sujets au sein des entreprises, et puis qu'on identifie aussi des solutions opérationnelles sur le territoire en matière de tri, de transformation, de démantèlement, de recyclage. Voilà, on a pas mal d'exemples qui ont été cités. Voilà, ça peut être des choses à intégrer dans le projet. Et surtout, un besoin d'animation fort, d'avoir un référent, une animation qui est très forte. Et du coup, forcément, des financements. Donc, on a eu l'ADEME sur la phase 1. Là, il faut qu'on en trouve d'autres. Donc, le genre, c'est un appel, si jamais on a besoin. Bon, alors, animation, mais facilitation, si je comprends, finalement. Cette montée en acculturation des acteurs, aller chercher tous les métiers de l'entreprise, lui permettre d'être en confiance, parce qu'elle va livrer de l'information. Pas que de la data, d'ailleurs, mais aussi des modes organisationnels, peut-être des informations sur ses propres tensions, sur sa situation sur la chaîne de valeur. Voilà, donc c'est vraiment un travail très précis, très fin, de facilitation pour que ces dirigeants s'accordent et se mettent autour de la table. On l'a vu à travers l'initiative de la Fondation pour les terrains industriels, c'est un travail de long terme. On le voit à travers un projet effectivement autour des eaux minérales d'Évian. On n'a pas dit l'année, mais c'est bien une quinzaine d'années de discussion, de médiation, de montée en compétences et de confiance pour que cette coopération se réalise. Un dernier mot, Justine ? Non, bah les messages sont là. Entendu. Très bien, je vous remercie beaucoup. Voilà, donc des solutions très concrètes, très opérationnelles. Vous a rejoint. Voilà. Je vous tends le micro pour conclure cette séance plénière. J'en profite avant pour remercier tous nos intervenants. Vous étiez nombreuses et nombreuses pour nous éclairer et nous présenter des solutions. Merci beaucoup et je vous donne la parole. On a de l'énergie, de la compétence, de l'intelligence, on a de l'envie, de la planification. On va réussir, non ? Chers élus, chers partenaires, chères entreprises, je vous remercie d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Je remercie également vivement Monsieur Coconcelli, merci beaucoup, du CIRID, d'avoir organisé ces échanges. Je remercie également par avance nos plus de 80 partenaires intervenants pour cette journée. Et bien sûr, à vous toutes et tous d'être venus. Un petit remerciement spécial à l'équipe de l'Agence économique du Chablais, à mon équipe. Vous avez été super, bravo, merci. Nous attendons aujourd'hui plus de 400 personnes durant la journée. Ça démontre sans conteste que la mobilisation transfrontalière des collectivités publiques, des entreprises, des associations en faveur de l'économie circulaire, tous ces gens sont très très impliqués. C'est ensemble que nous y arriverons. Je vous invite donc à profiter toutes et tous de l'ensemble du programme de cette belle journée. Et avant de terminer, de vous libérer, si j'ose dire, j'ai un petit message d'ordre technique à faire passer. Les intervenants ainsi que les présidents, présidentes d'intercommunalités sont invités à venir sur la scène pour immortaliser par une belle photo ce moment. Donc voilà. Bon forum à tous.